Vivre sans, en interrogation, un livre disponible en librairie depuis le 4 octobre. Vivre sans institution, police, travail, argent, 3 points de suspension. Magnifique programme, hein. Bon, vivre sans institution, tout dépend des institutions dont on parle. Et Frédéric va peut-être répondre, et ce n'était pas une question prévue, puisque certaines questions ont été préparées, mais je voudrais t'interroger tout de suite là-dessus. Est-ce qu'ici, ce lieu autogéré, tenu par un certain nombre de camarades, c'est une institution? Je ne sais pas si ça... Oui, non. C'était celui-là. Évidemment, oui. Mais je vais m'en expliquer dans un instant en disant en quoi ça consiste une institution. Enfin, tu vois, il y a en plus... celle-là, elle est visible. Moi, mon truc sur les institutions, c'est aussi pour qualifier celles qu'on ne voit pas. Mais là, il y a des murs, il y a des gens qui s'en occupent, il y a un nom du lieu, il y a une permanence, et il y a un collectif qui s'y active. Donc, oui, c'en est une. Donc toute ta première partie s'intitule « L'enfer des institutions ». On partage absolument tout ce que tu dis, c'est un constat sur le monde d'aujourd'hui, un monde effroyable. La deuxième partie porte sur ceux que tu appelles les philosophes de l'antipolitique, les philosophies de l'antipolitique. Et là, tu t'intéresses, comme je l'ai dit précédemment, à Deleuze, à Rancière, à Badiou, et très longuement à Agamben, en tant que philosophe de la destitution. Une première question, pourquoi avoir d'emblée, dès le lancement du livre, consacré un chapitre aussi théorique, aussi solide à ces philosophes-là? Et est-ce que, d'une certaine façon, tu n'as pas pris trop au sérieux le mot d'ordre « soyons ingouvernables » ? Bon, alors, ce chapitre, d'abord, il exprime un pli de complexion. Enfin, c'est le genre de choses qui m'intéressent, donc je m'y rends assez spontanément. Mais il répond aussi à autre chose, quand même. Est-ce que j'ai pas pris trop au sérieux le mot d'ordre « soyons ingouvernables » ? Ah non, je crois pas, quand même. Pour que les choses soient claires, ce livre était, à l'origine, devait prendre la forme d'un dialogue avec le Comité Invisible, et pour des raisons de contingence matérielle, ceci n'a pas pu avoir lieu. Donc le livre s'est poursuivi par d'autres voies, et en particulier par la conversation avec Félix Boggio-Evangépé et Jean Morisot de la Fabrique. Et destitution mise à part, qui est un cas spécial, donc, sur lequel on va revenir. Destitution mise à part, les items du vivre sans ne sont pas la propriété exclusive du Comité Invisible. Il me semble que, lu comme ça à l'aveugle, vivre sans, institution, police, travail, argent, que ça rejoint des thématiques libertaires, hein, au sens le plus général du terme. Et soyons ingouvernables, c'est en quelque sorte une synthèse de tous ces motifs. Et puis il y a aussi que, tout de même, moi j'ai tendance à considérer, c'est ce qui a donné l'impulsion de ce livre, que tous ces énoncés constituent un ensemble discursif et un imaginaire qui me semble être ce qu'il y a de plus dynamique dans, alors c'est compliqué, dans la gauche, mais alors il faut ajouter un qualificatif, donc on ne sait jamais très bien lequel. Bon, je sais pas, dans la gauche qui m'intéresse, moi, puis peut-être vous aussi, et que ce sont des énoncés qui ont un pouvoir de traction considérable, je trouve, dans la jeunesse notamment, ce qu'on peut saisir au travers de la floraison de discours, de graffitis, de choses de ce genre. Alors pourquoi, après le chapitre sur l'enfer des institutions, je me suis lancé dans cette déconstruction philosophique, en quelque sorte par devoir intellectuel, puisqu'il m'est apparu rapidement que l'ensemble des énoncés auxquels j'avais affaire était plus complexe que je ne l'avais imaginé d'abord, et qu'on pouvait en dégager une structure à deux niveaux, avec
alors ce que j'ai appelé, en reprenant les catégories de Marx, une strate exotérique, en quelque sorte, je ne sais pas comment dire autrement, c'est les énoncés les plus courants, ceux qui connaissent la circulation la plus étendue dans l'action politique, les milieux militants, etc., etc. Et que sous cette strate exotérique, il y en avait une autre, qu'on peut qualifier donc d'ésotérique, et qui renvoyait alors là à des élaborations philosophiques au sens propre du terme, et que les énoncés philosophiques informent les énoncés de la strate exotérique. Si bien que je me suis posé la question de savoir si tous ceux qui reprennent ces énoncés, parfois transformés en slogans, etc., avaient une conscience claire des bases philosophiques qui avaient donné naissance à ces choses, à tous ces discours. Je suis bien tranquille que beaucoup en ont parfaitement conscience, ça j'en connais. Hein. Chez qui la connexion des deux plans est alors tout à fait manifeste, explicite, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit une propriété universellement partagée. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est de porter au jour cette strate ésotérique et d'essayer de la qualifier. Alors d'abord avec un grand luxe de précaution conceptuelle, parce que je ne voulais pas me retrouver dans des opérations d'étiquetage à la louche. Et que malgré tout, j'avais l'impression que tous ces discours philosophiques mis ensemble composaient quelque chose comme une atmosphère ou un terreau qui était particulièrement propice à l'éclosion des énoncés de la strate exotérique. Et il m'est apparu en cherchant ce qui pouvait faire, je ne sais pas, transversalité ou dénominateur commun là-dedans, que c'était la qualification d'antipolitique qui s'imposait le mieux, sous deux motifs différents, dont je ne vais pas rentrer dans le détail à cet égard. Il y a un motif particulier de l'antipolitique qui est ce que j'appelle l'antipolitique de l'intermittence, et un autre qui est ce que j'appelle l'antipolitique de la virtuosité. Bon. Et d'ailleurs, j'ai eu la joie de lire, mais bien après, alors que le livre était quasiment sous presse, de lire sous la plume d'un de ses auteurs la revendication tout à fait explicite du caractère anti-politique de la philosophie qu'il portait. Donc ceci m'a bien plu. Mais en réalité, toute cette opération de déconstruction, elle avait vocation à préparer le deuxième mouvement théorique, qui est celui de présentation d'une théorie spinoziste des institutions, et qui arme conceptuellement une critique de la position ou de la disposition qu'on qualifie, ou qui se qualifie elle-même d'anti-institutionnelle. Alors c'est très compliqué cette histoire, parce qu'une disposition anti-institutionnelle, même si ça va vous sembler à peine croyable, cette disposition anti-institutionnelle, je la partage à un degré que vous ne pouvez même pas imaginer, et dont le premier chapitre, dont tu as rappelé brièvement la teneur, donne un indice. Oui, je pense que c'est l'enfer, les institutions. C'est l'enfer vu du dedans, c'est l'enfer vu du dehors. Alors les institutions, ici je me livre évidemment à une espèce de restriction sauvage que je ne qualifie pas, on pourrait me le reprocher d'ailleurs, on me l'a reproché, qui est que je m'en tiens à des institutions. À ce que nous avons l'habitude d'appeler des institutions, les administrations, l'État, les entreprises, les organisations formelles, vous voyez, des choses comme ça. Bon. Et comme mon effort intellectuel peut aller jusqu'à contredire mes dispositions passionnelles, je fais avec ça. Et ce que je soutiens dans ce livre, en effet, enfin, les deux résultats auxquels permet d'aboutir cette théorie spinoziste des institutions, c'est d'abord de donner une définition du fait institutionnel. Alors je vais la donner tout de suite, et puis je sais qu'elle vous déplaira, et on verra à quels endroits, et puis moi je vous dirai pourquoi je la maintiens. J'appelle fait institutionnel toute manifestation de la puissance du collectif. Alors ça, c'est un énoncé vraiment conceptuel. Vous voyez, c'est pas une catégorie inductive ou taxinomique, parce qu'en général, c'est comme ça que fonctionne la notion d'institution dans le débat. C'est, les institutions, on sait bien ce que c'est. Oui, c'est le Conseil d'État, la préfecture, la multinationale, etc., etc. Donc là, vous voyez, c'est un énoncé tout à fait conceptuel et qui va évidemment
infiniment plus loin et qui va s'appliquer à des choses que spontanément vous ne qualifieriez pas d'institutionnelles. Alors l'exemple que je prends, c'est se serrer la main de la main droite. Se serrer la main de la main droite plutôt que de la gauche, ou de se frotter le nez comme chez les Esquimaux, enfin je lu quand j'étais enfant. C'est un fait institutionnel, car c'est un fait qui manifeste la puissance du collectif. Mon point, c'est si vous vous présentez dans une institution et que vous commencez à tendre la main gauche à tout le monde, au début, on va prendre ça pour une plaisanterie ou un geste de déconcertation délibéré, et si vous persistez, ça va commencer à murmurer. Et ce murmure, qui sera un murmure désapprobateur, ça sera la manifestation de la puissance du collectif. Donc, se serrer la main de la main droite, c'est une manière commune. Une manière commune, voilà. C'est ça la définition d'une institution. Et d'ailleurs, mon grand plaisir, ça a été de la retrouver, mais aussi explicite que ce que je vous dis dans un texte du début du XXe siècle de Marcel Mauss. La deuxième thèse à laquelle conduit la théorie spinoziste des institutions, c'est que de l'institutionnel, il s'en produit nécessairement. Alors c'est là le point de désaccord, vraiment. Donc c'est la raison pour laquelle, si on l'envisage génériquement, à vivre sans point d'interrogation, j'enlève le point d'interrogation si par institution on comprend le fait institutionnel. Le fait institutionnel est l'être même du collectif. L'apparaître du collectif, c'est le fait institutionnel. Dès qu'il y a un collectif constitué comme collectif, c'est-à-dire autrement que comme juxtaposition d'éléments, il y a fait institutionnel. Bon. Et la troisième thèse, c'est qui se déduit de la précédente. Alors, évidemment, cette deuxième thèse, il y a tout un appareil ontologique qui est derrière, dans la foulée de la déconstruction d'Agamben, notamment. Et la troisième thèse, c'est que, certes, on peut mettre les institutions par terre, bon, on y reviendra à la fin de tes questions, Nico, les institutions, ça se renverse. Mais ne croyez pas que, pour autant, vous vous retrouverez, ouvrez les guillemets, libre. Il se reconstituera des institutions. Et si vous n'avez pas garde à la nécessité endogène du fait institutionnel, ces institutions se reconstitueront dans votre dos, c'est-à-dire possiblement de la manière la plus retorse ou la plus sournoise possible. Alors maintenant, je vais vous donner, pour finir là-dessus, je vais vous donner un exemple qui me semble caractéristique de ce que ça peut être un fait institutionnel, entendu au sens que je viens d'indiquer, et puis alors qu'il y a un fait institutionnel, pour le coup, qui n'a aucun apparaître, vous voyez, en dur. C'est ce qu'on pourrait appeler, et c'est ce que d'ailleurs dans un entretien récent sur le site de Lundi Matin, un entretien inattendu, dont Bernard Haas va appeler le surmoi d'organisation. Mais ça, vous le savez tous. Et qu'est-ce que c'est qu'un surmoi d'organisation? C'est-à-dire ce truc qui va, sans que rien ne soit dit, va vous ravager de culpabilité si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, etc., etc. Le surmoi d'organisation, c'est le collectif rentré dans votre corps. Voilà, c'est ça, le surmoi. La machine à culpabilité qui, du dehors, est passée dans le dedans. Et ça vous travaille tout seul. Bon, ça, c'est un fait institutionnel, le surmoi d'organisation. Et puis alors, vous savez bien, mais là, on aura peut-être l'occasion d'y revenir par après, que, je veux dire, il y a dans l'ordre des résurgences mal calculées et mal anticipées du fait institutionnel, là où on croit qu'on sait des faits de toute institution, il y a les gourous, les chefs charismatiques, les petits flics, etc., etc. Bon, je ne veux pas m'apesantir là-dessus. Et puis peut-être qu'on y reviendra. Je poursuis un peu sur cette partie tout de même. Tu dis l'antipolitique, c'est une pensée qui ne connaît que les moments de grâce et rien entre-temps. Ailleurs, tu dis, je veux bien que la politique ne soit pas entièrement sortie de la tête de Deleuze quand il commence à s'intéresser à l'esthétique, mais qu'on fasse de l'art une solution de politique alternative, une politique de substitution, non. Mais concrètement, ces penseurs, on n'en regarde rien? Mais j'adore Deleuze, c'est un de mes philosophes chéris. J'admire la philosophie de Badiou, que je ne peux absolument pas épouser. Rancière m'a agacé au plus haut point et m'a fait faire des déplacements que j'aurais pas fait sans lui. Et Agamben, son érudition me charme. Donc j'adore tous ces penseurs, ça ne veut pas dire que j'achète tout ce qu'il y a dans la vitrine. Hein. Donc on en garde énormément de choses. Je ne vais parler que de Deleuze ici, parce qu'il il me semble que son thème le plus hautement politique s'inscrit dans les concepts de devenir et de ligne de fuite.
Et le devenir, je suis bien tranquille que tout le monde a fait l'expérience de ce que c'est qu'un devenir. C'est une transformation. Ah, oui. C'est une transformation assez soudaine et radicale de sa propre complexion. C'est-à-dire un remaniement complet de ses manières de sentir, de penser, de juger, etc. Je suis sûr qu'on est très nombreux ici à être passés par des points de devenir. Donc ça parle énormément, cette chose-là. François Zurabichvili, qui était un magnifique commentateur de la philosophie de Deleuze, a une expression que je trouve vraiment bouleversante. Il dit « on ne reconnaît plus celui ou celle qu'on a été ». Voilà ce qui se passe au terme d'un devenir. Et alors, puisqu'on parle de politique, moi j'ai été absolument bouleversé par ce qui s'est passé à l'occasion des Gilets jaunes, on en reparlera, parce qu'on voyait des choses tout à fait étonnantes, tout à fait étonnantes. On a vu le devenir fulgurant, le devenir black bloc fulgurant de chauffeur routier ou le devenir zadiste d'employés. Moi, je me souviens d'avoir vu ces scènes où on voyait sur des ronds-points des gens en train de débiter des palettes. Et alors, bon, pardonnez-moi, hein, je livrais un truc de physiognomonie sociale un peu honteuse, mais ils n'avaient pas des têtes de zadistes, quoi. Puis même, c'est pas seulement... je veux dire, ils n'avaient pas l'air zadiste friendly, vous voyez, et ils étaient dans un devenir zadiste. Et c'était très très beau, des choses comme ça. Donc ces gens-là ont été modifiés très très profondément par l'événement. Donc c'est une catégorie qui garde toute sa puissance, tout son intérêt. Mais jusqu'où? C'est ça la question. Puisque la citation que tu as faite, Nico, elle fait référence à l'une des catégories de l'antipolitique, qui est l'antipolitique de l'intermittence. C'est-à-dire celle qui réserve la qualification de politique à des événements exceptionnels et par conséquent rares. Donc les repartages du sensible chez Rancière ou les devenirs chez Deleuze. Mais ça n'arrive pas tous les 4 matins, hein, les repartages du sensible. Et entre les deux, rien. Il n'y a plus de politique. Alors, vous pourriez me dire, c'est juste une question de convention nominale. D'ailleurs, chez Rancière, c'est explicite. Entre les deux, c'est pas de la politique, il dit c'est de la police. Le mot politique, je le réserve à ces épisodes tout à fait particuliers. Et moi, ça m'embête un peu, parce que j'ai envie qu'on continue de qualifier de politique ce qui se passe entre deux moments de grâce, entre deux devenirs, entre deux repartages du sensible. Et j'ai envie qu'on continue de le qualifier de politique pour que ça puisse s'appeler une science sociale du politique ou une philosophie du politique. Voilà. Et la politique n'est pas réservée à ces moments, tout à fait exceptionnels. Donc il y a beaucoup de choses à garder. Moi, c'est des philosophes qui ont tous compté énormément pour moi et dont tu me donnes l'occasion de dire que je voudrais surtout pas donner l'impression que je me les suis fait au chamboule-tout. Enfin, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça dans mon esprit. Mais ils ont constitué une strate de discours qui imprègne très profondément les esprits dans certains secteurs de la gauche, avec des effets qui, à mon avis, ne sont pas tous admirables, enfin, ou tous favorables, je ne sais pas comment dire. Entendu, voilà pour le constat. Je poursuis un peu sur le constat et je te cite. La situation présente demande de penser à hauteur de la catastrophe. J'écris ça, page 14. Et un peu plus loin, le lyrisme des cabanes, des forêts et des zones fouette sans doute nos imaginations, mais ne soutient pas une perspective politique pour le monde. Je vois que tu es venu avec le livre de Marielle Massé, Nos cabanes. On peut rien te cacher. Tu parles beaucoup de cabanes, tu parles beaucoup de la ZAD. Tu dis oui, j'aime bien, mais c'est pas très sérieux. Je résume à peine. Je poursuis. Tu concèdes un peu plus loin, à la manière du penseur zapatiste John Holloway, qu'il existe des interstices à faire croître. J'ai l'impression de lire Brecht, 33 Brecht dans le Capital. Il faut faire croître ces interstices pour faire régresser la forme économique marchande de la division du travail. Et on peut mordre significativement en faisant proliférer les garages communautaires et les lieux ressources. Là, j'arrive plus à te suivre. La ZAD, c'est bien, mais c'est une institution et ça suffit pas. Les garages communautaires, il faut les multiplier. Je vais te donner la solution tout de suite de ce qui est une contradiction apparente. Je dois dire que j'ai du mal à résister à la tentation d'entrer dans la poésie et les cabanes. La première chose tout de même, c'est que je distingue dans le livre, je distingue aussi fermement que possible deux usages
des cabanes. Il y a la pratique des cabanes, pour laquelle évidemment j'ai la plus grande admiration, parce que moi je serais incapable ni d'en monter une, ni d'en habiter une, ni de la maintenir contre vent, marée et gendarmerie. Et il y a la pratique poétique pour intellectuels du 3e arrondissement des cabanes, et la pratique poétique en général. Alors celle-là, bon, je suis obligé de le dire, elle me sort par les yeux, mais alors à un point, mais d'énucléation, vraiment. Dans Libération, là, on a eu quelques très très belles choses, vraiment des pièces de choix sous le titre « Résistance poétique ». Ah oui, bah, évidemment, c'est avec la poésie qu'on va résister. Mais, alors il y a Aurélien Barraud qui a donné, lui c'est le chef, et il y en a un autre derrière qui s'est engouffré dans la brèche. Et qui nous a livré sa petite poésie à lui. J'hésite, peut-être qu'il faudrait lire, enfin ça se roulait de rire hein, par terre, vous voyez. Et vraiment, pour moi, c'est le pharisaïsme ou le posturalisme d'intellectuels du 3e arrondissement, ça me met hors de moi. Alors, il y a un truc plus général sur le rapport de la poésie à la politique, parce que, je vais dire, moi, une des choses qui m'a le plus ému depuis 3 ans, c'est le renouvellement du graffiti. Et on peut dire que ça a incontestablement une grande valeur poétique. Il y a des choses tout à fait magnifiques là-dedans. Est-ce que c'est le bélier révolutionnaire par excellence, puisque ça serait avec la force intrinsèque de la poésie qu'on bousculerait des esprits et qu'on les lancerait dans la révolution? Et ça, je ne le crois pas. Alors moi, il y a une auteure de littérature que j'aime énormément, qui est Nathalie Quintane, et qui discute de ce thème dans un ouvrage paru il y a quelques années, qui s'appelle Les années 10, à la Fabrique, et à l'intérieur duquel il y a un petit texte qui est la restitution d'une correspondance qu'elle a eue avec Jean-Paul Curnier, que tu connais bien, hein, puisqu'il a écrit sur les pirates et qu'il a dû céder de la botte sous soupe des éditions Libertalia, à mon avis, pour faire son rata, lui. Et Nathalie Quintane, donc écrivant à Jean-Paul Curnier, lui dit ceci. Je ne crois donc pas trop à ces révoltes, ouvrez les guillemets, armées par la lecture des poètes, fermez les guillemets, que tu appelles de tes voeux. C'est bien dommage pour nous, mais ça ne se passe pas comme ça. Bien sûr, Éluard, bien sûr, La Rose et le Réséda, et bien sûr, un poème de Coleridge est devenu une chanson révolutionnaire. Mais il s'agit d'un même élan, un élan commun, qui s'exprime en poème quand on fait de la poésie, en coup de fusil quand on sait tirer, qu'on soit peuple ou poète, ou les deux. Et je trouve cette phrase vraiment très, très belle, quoi. Et je trouve qu'elle fait magnifiquement le tour de la question. Alors, maintenant, une phrase que tu ne cites pas dans le bouquin. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il aurait fallu la citer. Ouais, oui, peut-être. Parce que, tel quel, quand on te lit, on se dit, oulala, c'est la fessée, là. C'est la fessée au comité invisible et à tous les jeunes. Non, mais pas du tout. La poésie, vous m'amusez avec la poésie des cabanes, mais ça ne remplace pas le peuple en armes. Toutes les institutions comme la ZAD, les territoires, les communautés du Chiapas, c'est bien, mais ce sont des révolutions paysannes. On se sent presque agressé dans ton bouquin par moment. Non, alors d'abord, je n'ai pas dit le Chiapas, c'est des révolutions paysannes, etc. Mais je pense que ça, c'est des erreurs d'adresse. Alors j'ai l'habitude, j'ai l'habitude d'être victime d'erreurs d'adresse. Pourtant, je viens de le redire, moi, dans la poésie des cabanes, ma détestation de la poésie des cabanes ne vise pas la pratique des cabanes. Ça n'a, je l'écris, alors là, pour le coup, dans le livre, il me semble, de la plus nette des manières. C'est à certains usages intellectuels ou intellectualistes de ces thématiques que je m'en prends. Et puis alors, pour le reste, parce que c'est autre chose, tu vois, il y a les cabanes, après il y a des discussions sur les Chiapas, les ZAD, etc., etc. Et quant au comité invisible que tu viens de citer, alors c'est tout sauf ce que tu en as dit. Vraiment, c'est tout sauf ce que tu en as dit. Il faudrait rentrer dans des considérations un peu personnelles à ce sujet, mais c'est pas très utile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un différent intellectuel. Il y a un différent intellectuel et théorique. Les différents, on en parle. Je leur fais confiance, ils répondront. Je me fais pas de soucis là-dessus.
Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est discuter avec eux, parce que c'est vrai que ça peut être l'interlocuteur présent, et puis c'est devenu un interlocuteur absent, mais ils sont beaucoup là, quoi, dans le filigrane du livre, même s'ils ne sont pas l'unique adresse de ce travail. Comment dire? Il s'agit de tester l'amitié à l'épreuve du différent. Voilà, normalement, on doit pouvoir conjoindre et la critique et une espèce de sympathie d'ensemble. Du reste, discuter les gens, il me semble que, enfin, sauf quand c'est pour se moquer d'eux comme la poésie des cabanes, mais discuter des gens, il me semble que c'est implicitement leur accorder de l'estime. C'est qu'il y a quelque chose d'important et c'est avec eux que ça se discute. Donc c'est tout sauf ça, c'est tout sauf... Maintenant, si tu veux, il y a aussi une chose, hein, c'est que je sais que il y a dans les milieux... je sais bien que ça sera la difficulté de la réception de ce texte. Il y a une réticence dans certains milieux à lire ce qu'on n'a pas envie de s'entendre dire. Tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux, il se passera ce qui se passera à partir de ça. Hein, voilà. Moi, on peut penser ce qu'on veut moi j'en pense, hein, des trucs sur de Zizek, par exemple, mais il était allé à Occupy Wall Street leur dire ce qu'ils n'avaient pas envie d'entendre. Et je trouve que c'est assez estimable. Badiou a livré sa vision des Gilets jaunes et moi je ne la partage pas. Mais ben voilà, il n'hésite pas à prendre les gens à rebrousse-poil sur la base d'arguments qu'il estime lui fondés. Bon, c'est pas, je veux dire, c'est assez honorable, je trouve. Bon, alors quant à la question des garages communautaires, etc., c'est bien que tu m'interroges là-dessus, parce que oui, effectivement, je parle de ces pratiques antidotes à la dépossession. C'est-à-dire, je parle de ces pratiques de l'autonomie, des choses extrêmement simples, vous voyez, réapprendre, enfin, acquérir des savoirs, des savoirs pratiques qu'on n'a pas. Je veux dire, c'est un long et projectif, hein, c'est que je n'ai pas. Et alors, je cite ces histoires de garage communautaire. Bon, parce que je suis incapable de réparer mon vélo, par exemple. C'est dramatique. Alors que je ne suis pas capable de changer un pneu. Mais vous voyez, cette incapacité-là, alors bien sûr, hein, j'en ai ma part, mais à une autre échelle, moins anecdotique, elle est savamment organisée par le capitalisme pour, sitôt qu'un besoin se fait connaître dans notre existence matérielle, nous rendre à la transaction marchande. Donc, comme je ne sais pas changer un pneu de vélo, je crève, je vais chez le réparateur de vélo, voilà. Et des progrès pourraient être faits dans ce sens, puisque c'est des progrès qui contribueraient à dédiviser le travail et démarchandiser. Donc c'est des pratiques de la réappropriation, elles me semblent d'une éminente valeur. Et ce sont des pratiques qui manifestent l'autonomie en son sens le plus palpable, puisque c'est l'objet d'une expérience directe. Bon, alors je dis ça, mais je dis aussi, on ne fera pas, et ça, oui, c'est ma thèse, je dis aussi, on ne fait pas une forme politique, parce que forme politique, dans ma définition de la chose, ça revêt un sens macroscopique. On ne fera pas une forme politique avec un recouvrement de garage communautaire, de potager de quartier ou même de ZAD. Il faut quelque chose de plus. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'autonomie est à comprendre immédiatement dans une articulation multiscalaire. C'est une question d'échelle, voyez. C'est un étagement à des échelles différentes de pratiques variées. Ce qui signifie que, bien sûr, ça comprend le local, l'autonomie, mais ça ne peut pas s'arrêter au local. Et ça doit aller jusqu'au global. Une pensée de l'autonomie, moi c'est ça que je reproche à certains discours de l'autonomie, c'est qu'ils sont ancrés de manière inamovible dans le local. Et bien sûr qu'il y a un ancrage dans le local, mais ça ne peut pas suffire. La pensée de l'autonomie doit s'étendre jusqu'au global. Pourquoi ? Parce que c'est au niveau global
le plus souvent. C'est au niveau macroscopique que se négocient les conditions de possibilité des pratiques d'autonomie aux échelles inférieures. Alors je vais vous donner un cas typique de ça, qui est très bien connu de tous, c'est l'IP. L'IP pratique de l'autonomie dans le registre de la production matérielle au niveau local. Mais l'IP ne possédait pas la première des conditions de possibilité globale de sa viabilité. Et ne les possédant pas, l'IP a été écrasé depuis le global. Voilà, donc l'une des thèses de ce livre, c'est que les expérimentations locales, par les temps qui courent, n'auront plus que le choix soit d'être insignifiantes, soit d'être écrabouillées par le pouvoir. Et il me semble que c'est ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, par-delà la victoire contre le projet d'aéroport, mais à montrer d'une manière dramatique. Et c'est pour ça que je refuse ton antinomie entre, en gros, pratique de l'autonomie et politique du nombre. Pour moi, c'est pas du tout antinomique. Ça doit être pensé dans son articulation. Parce que maîtriser les conditions de possibilité au niveau global des expériences du niveau local, ça appelle de la politique macroscopique. Ça appelle de la politique par le nombre. Pour viabiliser un LIP, il fallait changer le droit de propriété. Et changer le droit de propriété, c'est-à-dire abolir le droit de propriété des moyens de production, ça ne se fait pas au niveau local. J'en viens au long chapitre, 90 pages, l'État à prendre ou à laisser. Alors moi qui suis féru de Van Hegem, je dirais évidemment à laisser, oublions l'État. Je vais te citer. Tu parles d'abord de nécessité du grand soir, parce que tu aspires au grand soir révolutionnaire, quasi messianique. Hein, mais on aspire tous au grand soir ici, je pense. Toutes et tous. Mais tu avances un concept, le point L. L pour Lénine, où il est question de contrôle des capitaux et de contrôle des médias, mais également, contrôle des capitaux, contrôle des médias, tu l'avais déjà développé auparavant, mais également de dictature du prolétariat. Et tu invites même dans ce long chapitre à relire l'histoire de la République populaire de Chine. Non, de la révolution culturelle. La révolution culturelle, entendue. La RC, j'avais pensé que c'était la République populaire de Chine. Bon, mais je vous lis donc la révolution culturelle, un extrait. La révolution culturelle, ce sont les masses comme étaient... Mais en fait, c'est développé une fois, puis tu retrouves deux lettres RC partout, ce n'est jamais recité. Donc je cite, la révolution culturelle, ce sont les masses comme étaient masses des sans-culottes et des communards. Spectaculaires mises en regard, d'un côté les forces de l'histoire, de l'autre la poésie des cabanes. Donc la question elle est simple, l'État à prendre ou à laisser, tu réponds, d'une certaine façon, tu réponds la dictature du prolétariat et la révolution culturelle. Pourquoi tu as appelé ton livre Vivre sans? Tu aurais pu l'appeler Que faire? Oui, c'est pas faux, d'une certaine manière. Mais... Alors, l'État à prendre ou à laisser, moi non, mais en fait, c'est même pas une question rhétorique, puisque pour moi, la réponse est autre. La réponse est de l'État, pas l'État, c'est de l'État, il y en aura. Au Chiapas, il y a de l'État. Au Rojava, il y a de l'État. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'argument, hein, parce que ça renvoie à un livre ancien, mais en tout cas, ma position, c'est ça. De l'État, il y en aura, comme des institutions, il y en aura, et que les bonnes questions, c'est jamais avec ou sans, c'est sous quelle forme. C'est ça, pour moi, la thèse centrale du livre, c'est ça. Alors, tu dis, la nécessité du grand soir, on la partage toutes et tous. Ah ben ça, j'en suis pas du tout sûr. Ah non, même pas, je parierais même pas, faudrait faire un sondage, je sais pas. Non, parce que moi j'ai plutôt, alors évidemment, sur, je sais pas quoi te dire, sur la France Inter, la France Culture, où ils ne partagent pas la nécessité du grand soir. Non mais eux, ils comptent pas là, dans notre débat. Mais même parmi nous, je pense que c'est pas acquis à ce point. Et précisément, pourquoi est-ce que je discute d'Agamben? Pour discuter de la philosophie de la destitution. Et qu'est-ce que c'est que la philosophie de la destitution? C'est le refus du chêne du grand soir. C'est un tout autre modèle révolutionnaire, je ne sais pas si on peut le dire, oui, sûrement, on doit pouvoir le dire comme ça. C'est un modèle de la révolution par soustraction, par désertion, par défection.
on s'en va. On ne va pas vous renverser du tout. On s'en va. Et on va vous laisser à votre inutilité. Vous continuerez de régner si vous voulez, mais vous régnerez sur rien ni personne. Et nous, on va faire notre vie ailleurs. Donc tu vois, c'est le contraire. Hein, mais l'un ne va pas sans l'autre. Le rêve du Grand Soir, c'est le rêve des syndicalistes révolutionnaires du début du XXe siècle. Le rêve du Grand Soir, 1906-1907. On a consacré un livre à ça. Mais c'est un rêve qui a été brisé. Ce qui ne veut pas dire que cette aspiration ne court pas tout au long de l'histoire. En attendant ce grand soir hypothétique, est-ce qu'il ne faut pas déserter les structures capitalistes? Alors non, c'est ce que vraiment. Alors là, c'est là qu'on est au vif du différent stratégique, n'est-ce pas? Non, je ne crois pas. Alors, le grand soir a été brisé, dis-tu? Non, je dirais pas ça. Les grands soirs ont eu lieu, la merde, c'est les petits matins. Mais c'est pas pareil, hein. C'est pas du tout pareil. Et c'est pour ça d'ailleurs que je m'intéresse à l'épisode de la révolution culturelle. Je vais y venir dans un instant. C'est bon. Et moi, si tu veux, la désertion, on ne peut pas déserter complètement pour une raison extrêmement simple à mes yeux. Hein, c'est que le capitalisme nous tient par une poigne de fer qui s'appelle la division du travail. Regarde une expérience de désertion, comme la ZAD. Mais la ZAD ne s'est soustraite qu'incomplètement à l'ordre capitaliste. Pour faire des cabanes, il faut une scie, il faut un marteau. Et la scie, où est-ce qu'on l'achète, la scie? On la fait soi-même? Non. C'est ça, c'est un point que, vraiment sur lequel je voudrais revenir, enfin pas ce soir, mais plus tard dans mes travaux. C'est le grand thème, moi, qui m'obsède, c'est la division du travail. Un ordre, une formation politique ne devient véritablement autonome que lorsqu'elle produit elle-même ses moyens de production. Et produire soi-même ses moyens de production, ça suppose une extension et une profondeur de la division du travail dont vous n'avez pas idée, dont on n'a pas idée, même pour produire l'objet le plus humble en apparence. Je ne suis pas en train de vous parler d'une navette spatiale. Ce stylo-là, vous voyez, ou ce micro, déjà c'est très compliqué, un micro. Vous n'avez pas idée. Moi, si je n'avais pas été spinoziste, rien qu'avec la question du travail, j'aurais été leibnizien. Parce que la division du travail, c'est une question de monadologie. Dans le moindre objet, il y a tout le capitalisme qui est replié. Toute la division du travail capitaliste, synchronique et diachronique, est repliée dans le plus humble des objets. C'est extrêmement simple. Il y a une bille là-dedans, c'est du métal. Et vous avez vu, pour usiner une bille aussi fine, vous n'allez pas y aller avec la lime, tout seul dans votre garage. Et puis d'abord, il faut de l'acier. Alors, mais pour avoir de l'acier, il faut convoquer toute l'histoire de la métallurgie. Et puis alors la métallurgie, bah oui, il a fallu aller ramasser de la bauxite, par exemple. Ah ben bon, bah, et comme on a fait, bah, il faut une excavatrice. Ah bah alors, mais il faut produire l'excavatrice qui va permettre d'extraire le minerai qui permet de faire du métal. Mais l'excavatrice est en métal elle-même. Mince. Donc vous voyez, c'est ce genre de contradiction que résout la division du travail dans son extension et dans sa profondeur. Moyennant quoi, sur la ZAD, parce que c'est pas, là encore, enfin je veux dire, c'est pas une critique, c'est pas une, ah regardez comme vous êtes insuffisant, c'est pas ça, c'est de l'analyse positive. Pour avoir une scie, vous allez l'acheter à Bricorama. Bon, bah Bricorama, c'est pas, vous voyez, c'est pas un garage communautaire. Mais voilà, donc c'est... Il en existe des garages communautaires, il existe des lieux de production d'outils, il existe des lieux de production d'énergie qui ne sont pas des lieux vendus au grand capital. Mais j'en suis le premier heureux. Regarde, je te donne un exemple qui n'est pas parfait, mais tu l'abordes pas du tout. La question de la communauté Longomaille en France. Longo possède ses champs, ses animaux, produit de la laine, possède une scierie. Il y a une dizaine de communautés en Europe. Donc, la communauté Longomaille refuse l'usage de l'argent. Moi, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'adore. C'est pas ma question. Je veux dire, encore une fois, tu vois, si tu me dis, mais... tu peux pas renvoyer dans les cordes systématiquement en disant la ZAD devra nécessairement passer par Bricorama. Oui, pour l'instant. En effet, tu as raison.
Pour l'instant, la ZAD doit passer par Bricorama, et pour ne plus en passer par Bricorama, il faut non pas une multiplication de ZAD, mais il faut réarmaturer toute la division du travail avec de nouveaux rapports sociaux, éventuellement, et autant qu'on peut, et ça c'est possible, démarchandiser, démonétiser, ça, mais j'en suis le premier d'accord, j'en suis le premier d'accord. Ce que je veux dire, c'est que là, le capitalisme nous prend en otage par la division matérielle pour l'heure, et que, de deux choses l'une, si tu veux lui échapper, sans consentir des régressions de niveau matériel effarantes, quoi, c'est-à-dire où on s'habille en peau de bête, hein, peu de choses près. Non mais tu vois, je veux dire, pour fabriquer un futal, enfin, je veux dire, c'est drôlement compliqué, hein. Si on se met à 10, si on dit on va fabriquer nos falzars, on va se finir avec des sacs à patates autour de la taille, quoi. Parce que ça ne sera pas Jojo. Et encore, il aura fallu. Donc tu vois, il nous faut de nouveau la division du travail, pas forcément à l'extension folle que lui a donné le capitalisme, parce qu'il ne cesse de l'approfondir pour fabriquer des conneries. Bon. Mais ça ne se fera pas sur une base, je ne sais pas, micro, locale, artisanale, etc. Ceci n'est pas vrai. Voilà, c'est ça mon point. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur la pratique de l'autonomie qui se réarticule en une multiplicité d'échelles. Et s'il n'y a pas le global, et le global, moi je l'attrape en premier lieu par la division du travail, s'il n'y a pas le global, le reste est privé de ses conditions d'existence matérielle, je veux dire, conformément à ses désirs politiques. Bon, alors maintenant tu me dis, alors la révolution culturelle, oui c'est de la révolution culturelle que je parle, pas de la République de Chine, alors voilà, d'où le malentendu. Alors d'abord le point L, non, ça ne revendique pas la dignité du concept, hein. C'est une expérience de pensée, le point L. Le point L, c'est pour discuter de cette question, de cette espèce de tentation rémanente, à la fois bien et mal fondée, cette espérance qui ne désarme pas en la possibilité de conquérir le pouvoir d'État et d'en faire quelque chose. Bon. Alors, je fais la liste des objections terribles qui s'opposent à ça, et en même temps, j'accorde quelque chose à ceux qui continuent d'y penser, etc. Je ne peux pas rentrer dans le détail de ces arguments. Donc, je me livre à une expérience de pensée. Imaginons, dans le cadre des institutions électorales, rien de révolutionnaire, hein, un gouvernement de gauche, disons social-démocrate, mais au sens historique du terme, hein, n'est-ce pas, vous voyez, pas depuis les socialistes des années 80, bon, et qui arrive au pouvoir avec comme projet explicite de desserrer l'emprise du capital sur la société et de modifier le rapport de force entre le capital et le travail. Je me livre à cette expérience de pensée et ma conclusion, c'est qu'il est torché en 2 jours. Et même, il est torché avant d'arriver au pouvoir. Parce que, je ne rentre pas dans le détail de l'argument, la tornade est essentiellement menée depuis la sphère financière. Il s'ensuit que très rapidement un gouvernement de cette nature atteint un point de bifurcation tragique, qui est soit s'affaler, Tsipras, mais là vraiment en technicolore, soit maintenir, mais alors basculer dans toute autre chose qui est quoi? Qui est faire face à la guerre à outrance qui se trouve déclarée par le capital à cette expérience-là. Car ça sera une guerre à outrance, avec ses médias, sa force de frappe financière, ses prises d'otages industrielles, tout ce que vous voulez. Bon. Et que pour contrebattre des forces d'une puissance pareille, alors le jeu change de nature. Alors oui, effectivement, je ramène des poubelles de l'histoire cette expression de dictature du prolétariat, et le point L, donc comme Lénine, si vous voulez, c'est une manière de dire, c'est ça le point de bifurcation. Et tout ça pour discuter de cette idée du grand soir au sens de un moment ou un autre. Si on veut sortir du capitalisme, on ne fera pas l'économie de la confrontation macroscopique décisive. Et que ça, c'est un sacré truc. C'est un sacré truc. On n'échappe pas à l'épreuve gigantomachique, à un moment. Au début, j'avais pensé dire il faut passer par un point de gigantomachie. Vous imaginez ce que ça fait avec l'initiale. Donc je me suis abstenu et j'ai préféré le point L comme Lénine.
Bon, alors maintenant, est-ce que la révolution culturelle, et non pas la République populaire de Chine, est-ce que la révolution culturelle est un ripollinage communiste autoritaire? Ah bah alors, non, largement non, évidemment, c'est même tout le contraire. Alors bien sûr, il faut distinguer dans la révolution culturelle, il y a ses intentions, il y a son déroulement historique. Mais dans ses intentions, précisément, la révolution culturelle procède d'un mouvement autoritaire. Il s'agit d'abattre les autorités enquistées dans les structures institutionnelles, les entreprises d'État, gouvernementales, administratives, etc. etc. Et la réalité du processus de la révolution culturelle, vous le savez, ça a été tout autre chose. Mais alors là, on se situe par-delà l'autoritaire et l'anti-autoritaire. Ça n'a plus été qu'un chaos violent. Alors pourquoi je suis pas le premier à le faire, hein, d'ailleurs. Bon, pourquoi est-ce que je fais cette mention de la révolution culturelle? Parce que je trouve d'une importance à la fois intellectuelle, enfin théorique, et politique, un signe de méditer l'échec d'une tentative de remédier à un échec. C'est donc d'un échec au carré qu'il s'agit, si vous voulez. C'est pour ça que c'est extrêmement cruel. Quel était l'échec auquel il fallait remédier? C'était évidemment l'échec de la dégénérescence bureaucratique totalitaire de l'État stalinien. Et la révolution culturelle se pose comme tentative de résoudre ce problème qui lui a été légué par l'histoire de la révolution russe. Et c'est un échec. Moi, ce qui fait pour moi l'intérêt de cet épisode historique, bon, de cet échec au carré, c'est qu'il se tient néanmoins sur fond d'une option stratégique que je crois la bonne, et je dirais même la seule possible, qui est cette fameuse confrontation macroscopique, cette épreuve terminale avec le capitalisme. Je ne sais pas trop quoi dire, à vrai dire. De toute façon, j'ai prévu de vous... On a prévu de vous donner la parole, bien entendu, avec deux questions un peu positives. Je n'arrive pas à être convaincu par ce que tu racontes maintenant sur l'échec de la révolution culturelle, mais le problème de l'intention et du résultat. Bon. Bah si, dis-moi. Qu'est-ce que c'est que cette vie souple que tu nous sors? Écoute, on a des petites tentatives au Rojava, au Chiapas, dans certaines communautés comme les ZAD. Peut-être que c'est pas au niveau macro, mais au moins voilà quelque chose qu'on arrive à peu près à maîtriser et on évite de s'étriper. Mais oui. Non, mais tu proposes quoi? Le grand parti? Le grand parti Mélenchon? C'est quoi la question? En fait, non mais en fait, je n'arrive pas à comprendre. Tu ne vois pas le registre dans lequel se déploie mon propos. Mais c'est ça, je veux dire, c'est ça le... Mais personne ne comprend, tu sais. Oui. Personne ne comprend. Le problème, c'est que tous ceux qui ont lu ce livre se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte, Landon? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais en fait, non, je raconte toujours la même chose depuis des années. Ce qui est terrible, c'est que il y a des lectures qui ne veulent pas voir en quoi consiste mon effort intellectuel, qui est un effort positif. Au sens de la positivité, hein, dont l'opposé est normatif. C'est pas être négatif ou film positif, hein, c'est pas ça. Je veux cartographier les problèmes. Tu vois? Je veux dire quelles sont leurs coordonnées. Parce qu'il me semble que, et j'en ai absolument pas la solution, hein. Donc tu me dis qu'est-ce que tu proposes? La réponse est rien. Voilà. Mais au moins, je propose quelque chose qui est, me semble-t-il, le prérequis à proposer quelque chose. Et je ne fais rien d'autre. Tout en essayant de cartographier autre chose, alors là, au sens le plus direct du terme, autre chose qui sont, de faire justice à toutes ces expériences dont tu parles, et dont je parle, en termes, me semble-t-il, globalement sympathique, mais maintenant, si c'est pour me faire dire que toutes ces choses-là ne sont que des histoires enchantées, la réponse est non. Je dirais pas ça. Donc dans toutes ces histoires, il y a des problèmes.
Dans toutes ces histoires, il y a des conditions de possibilité particulières qui ne sont pas forcément reproductibles. C'est le cas au Chiapas et au Rojava, qui sont, me semble-t-il, les deux expériences qui retiennent le plus notre attention, la mienne autant que la tienne, je te le certifie, parce que ce sont des expériences à portée quasi macroscopique. Et que ces expériences-là deal comme elles peuvent avec leurs difficultés internes et leurs difficultés externes aussi. Il n'y a pas que des difficultés externes, mais il y en a aussi. Bon, la situation très particulière dans laquelle le Rojava a pu se constituer, on en voit la contingence actuellement. Parce que cette situation particulière menace de se défaire. Et que c'était bien tant que ça durait, mais que la possibilité que ça tourne mal existe aussi, et que si ça tourne mal, que se passera-t-il? On ne sait pas. Bon. Et c'est un peu pareil pour le Chiapas. C'est ça, pour moi, c'est parce qu'il y a eu ces circonstances assez particulières, précisément, que, quoi qu'ayant dû en passer par le maniement des armes, toute l'énergie psychique, en quelque sorte, du collectif n'est pas passée à la lutte militaire de vie ou de mort. Et donc, il en restait pour faire quelque chose d'autre, et notamment des institutions qui ne soient pas trop pourries. Et si je discute la révolution culturelle, c'est précisément parce que, me semble-t-il, l'un des périls du grand soir, mais ne me dis pas que je ne le vois pas, je ne vois que lui. L'un des périls du grand soir, c'est qu'il force à une lutte globale de vie ou de mort. Et que les structures les structures de coordination, pour ne pas les appeler un État, qui se forment dans ce type d'urgence vitale, eh bien, une fois qu'on les a sur les bras après, elles ne sont pas jolies à voir. Et moi, effectivement, c'est ça mon obsession. J'avais un camarade avec qui je débattais et qui me disait « Ah oui, mais la révolution culturelle, c'est parce que les bolcheviks ont fait main basse sur la révolution. » Oui, bien sûr, en première approximation, c'est ça. Mais ça n'épuise pas, me semble-t-il, la réponse. La réponse, c'est qu'il y avait à mener une guerre civile révolutionnaire et c'est eux qui étaient disposés à la mener. Et qu'après, quand on se retrouve avec un groupe de gens qui ont conduit une guerre révolutionnaire, donc qui ont monté un État militarisé, et ben on se retrouve avec cet État-là qui est marqué au fer rouge à l'origine. Et c'est une saloperie. Je le sais comme toi. Mais, justement, donc c'est pour ça que j'ai évité d'appeler le livre Que faire. Je sais tellement pas que... Entendu, parmi les très fortes pages de ton livre, il y a des pages sur Pierre Clastres, la société contre l'État, la question de la police, la question de la torture, la question de la police et de la prison. Par exemple, dans des communautés comme les communautés du Chiapas, il y a des prisons au Chiapas. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. C'est une question qu'on avait posée aux habitants. On leur a dit comment faites-vous pour gérer les déviances, et ça, c'est quelque chose qui nous anime, la question du traitement des déviances dans le cadre d'une société libertaire. Question essentielle. Parmi les très fortes pages de ton livre, évidemment, il y a toutes celles que tu consacres à Spinoza. Et tu donnes envie de revenir à Spinoza, de lire Spinoza. Quelle est la puissance émancipatrice de Spinoza? C'est mon avant-dernière question, ensuite on vous laisse la parole. Je voulais juste dire un mot pour que les gens qui sont les plus nombreux et qui n'ont pas lu le livre ne se méprennent pas, puisque tu as cité Clastres, puis tu as dit la police, la prison, la torture, etc. Alors non, la torture dont je parle est celle du chapitre 10 de La société contre l'État, dans le livre de Pierre Clastres. Et c'est le chapitre qu'en général on n'aime pas lire. Voilà, précisément, vous voyez. Et moi j'adore les trucs qu'on n'aime pas lire. Parce que ça ternit l'histoire, ça ternit la belle histoire qu'on a envie de se raconter. Et ce que montre Clastres, c'est que dans les sociétés qu'il étudie, en effet, il n'y a pas d'État au sens, ça vous connaissez la thèse, il n'y a pas d'État au sens d'un appareil séparé, etc. Mais on aurait grand tort de se figurer dans la foulée que ce sont des sociétés, ouvrez les guillemets, horizontales. Il n'en est rien. Il n'en est rien. C'est pas parce que la verticalité n'est pas appareillée dans un État qu'il n'y a pas de la verticalité. Et la verticalité dans les sociétés qu'étudie Clastres se manifeste sous une forme qui n'est pas joyeuse et qui est la torture, en effet, mais la torture comme rite
de passage, comme rythme d'admission des jeunes gens dans le groupe. Et c'est la torture par scarification. Bon, donc, vous voyez, c'est au moins Classe a l'immense honnêteté de dire la chose, hein, pour voilà, pour qu'on ne se fasse pas, trop d'illusions sur la réalité de ces sociétés-là, et qu'on ne les enjolive ni ne les enchante au-delà du raisonnable. Et ça me conduit directement à ta dernière question. S'il fallait donner envie de lire Spinoza, j'avancerais 2 réponses. La première, c'est... Alors, je ne sais pas si elle convaincra beaucoup de monde de le lire, mais enfin, pour moi, c'est par excellence le philosophe du no-bullshit. Vraiment, Spinoza, c'est le philosophe qui nous empêche radicalement de nous raconter des histoires. Et qui nous ramène impitoyablement à la réalité de ce que nous faisons. Voilà, donc pour moi, c'est une vertu intellectuelle au-delà de toute. Et la deuxième raison, que vous partagerez peut-être plus volontiers avec moi, c'est que c'est un philosophe de la sédition. Ou, pour le dire plus généralement, c'est un philosophe des institutions et de la possibilité de leur renversement. Alors ici, il y a un point de glose, hein, qui est débattu, parce que, vous savez, le texte de Spinoza, comme toujours les très grandes œuvres, s'offre à des interprétations multiples et parfois contradictoires. Donc il y a 2 lectures, hein, de la philosophie politique de Spinoza. Pour faire simple, on va dire qu'il y a une lecture de droite et une lecture de gauche. Alors il y a une lecture de droite qui donne la philosophie politique de Spinoza comme une philosophie du conservatisme. Et il faut dire les choses, hein. Les interprètes qui soutiennent cette lecture-là ont d'excellents arguments pour eux. Alors on peut ne pas y souscrire complètement, mais on ne peut pas les balayer comme ça sous le tapis. Il y a quelque chose de ça aussi chez Spinoza. Et il y a aussi d'autres choses qui permettent de tenir la lecture inverse, qui est celle d'un philosophe pour qui j'ai vraiment une estime et une admiration sans borne, qui est tout à fait inconnue, qui s'appelle Laurent Bove, et pour Alexandre Matron, qui a été son maître, dirais-je, et administrativement son directeur de thèse, et lecture au terme de laquelle la philosophie de Spinoza nous fait d'abord comprendre en quoi consiste réellement le fait institutionnel, et notamment cette chose très très importante dont nous aurons peut-être l'occasion de reparler plus tard, que le fait institutionnel ne nous est pas extérieur, comme nous le représentons spontanément le plus souvent. Le fait institutionnel, c'est nous qui l'engendrons, mais assez souvent, le plus souvent, dans un mélange d'opacité et de méconnaissance. Et partant, Spinoza en déduit la périssabilité essentielle de toute institution. Alors c'est ça, me semble-t-il, qui est de nature à nous intéresser au premier chef. La crise est à l'horizon de toute formation institutionnelle. Aucune institution n'est garantie d'éternité, même les plus fondamentales. Mais il nous avertit que ce qui suit de leur renversement, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne sera pas la liberté. Ce sera d'autres institutions, parce qu'il y en aura nécessairement, mais avec l'espoir que possiblement nous les fassions meilleures. Voilà. On reprend. Qui veut poser la première question? On va en prendre 3 pour commencer. Bonsoir à tous, bonsoir Frédéric, moi c'est Sarah. Déjà tout d'abord je voulais vous remercier tous les deux pour cet échange, c'était vraiment très constructif et intéressant. Donc pour reprendre les termes spinozistes, cet échange augmente la puissance du désir de lire ce livre. Donc ce que vous rappelez dans ce livre, c'est qu'effectivement les structures du néolibéralisme, c'est l'enfer. C'est l'enfer, et concrètement, on ne le redira jamais assez, c'est l'enfer ce qui se passe dedans. Et donc du coup, il y a de l'aliénation, de la soumission affective, de la colonisation des conatus, etc. etc. Bon, concrètement, il y a des forces qui tentent de se construire, des forces alternatives, contestataires de l'ordre dominant, qui essayent de se construire, mais bon, après, on va pas se mentir et se raconter des histoires, parce que ça peut être dangereux, comme vous venez de dire, il ne faut pas se raconter des histoires. Et donc, bon, concrètement, que ces forces soient
soit associatif, politique ou syndical. Que ces forces ou ces puissances d'agir, soient syndicales, politiques ou associatives, elles sont confrontées au fait que leur puissance d'affecter les masses est très faible. Parce qu'on ne va pas se mentir, ceux qui détiennent, c'est pas eux qui détiennent les moyens d'affecter en masse, ce sont les institutions du capitalisme néolibéral. Et donc moi je voulais savoir quelles étaient les conditions sous lesquelles ils pouvaient voir leur puissance d'affecter les masses augmenter et par là être plus efficace au niveau politique. Bonsoir Monsieur Lordon, je vais essayer de faire rapidement parce que j'imagine que je ne vais pas le seul à poser une question. Si je vous suis bien, vous considérez qu'un gouvernement qui arriverait au pouvoir par la voie électorale avec un programme de rupture avec le néolibéralisme se verrait faire face à tout un festival médiatique, financier pour contrer ces velléités. Dans ce cas, ma question, ce serait, est-ce que selon vous, il faut totalement exclure la possibilité d'une rupture avec le néolibéralisme par la voie électorale, ou est-ce qu'on peut imaginer un gouvernement qui arriverait en avançant un peu masqué? Enfin, moi, mon constat, c'est que dans les dernières décennies, on a eu des gouvernements néolibéraux qui sont arrivés au pouvoir relativement sans afficher clairement leurs intentions. On a un idéal type en France qui est Emmanuel Macron, qui n'a jamais dit qu'il voulait faire tout ce qu'il est en train de faire pendant sa campagne. Est-ce que pour vous, c'est possible par la voie électorale ou est-ce que c'est totalement à exclure? J'ai une question qui est un peu le corollaire de la question qui vient d'être posée première. C'est, tu parles très rapidement de la question de l'écologie. Tu passes rapidement en disant que ça ne te convainc pas beaucoup les questions de la collapsologie, etc. Mais dans une logique justement de vouloir bouleverser les désirs, les passions des individus pour arriver à à la fois un gouvernement de gauche véritablement et ce point L, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas ce qui est le plus fort et ce qui est le plus puissant pour réussir à faire changer les mentalités, les pensées et produire ce changement de désir que justement cette perspective complètement eschatologique et de fin du monde due à l'écologie qui pourrait être la seule dans cette gigantomachie face au néolibéralisme, au capitalisme? Je vais poser moi-même la question zéro, qui est la question préjudicielle à toute question. Et alors c'est à vous que je la pose. Quelqu'un est venu là et me dire ce qui ne manque pas de sens, que c'est sublunaire d'être ici à discuter et qu'il y aurait la possibilité d'un transport en masse sur les lieux là. Bon. Alors moi je ne suis pas organisateur de la soirée, donc je m'en remets aux autorités. À la police de la soirée, c'est ça, au chef. La police de la soirée pense qu'on peut discuter une demi-heure, 40 minutes, puis se rendre sur les lieux. Ouais. Maintenant, vous êtes tous. On a donné la parole aux camarades pour qu'on soit un certain nombre à les écouter, qu'on les écoute vraiment, qu'on ne se lève pas tous à la fin de la discussion pour rentrer chez nous. Ce que je propose, c'est qu'on poursuive la discussion, qu'on réponde aux quelques questions et qu'on parte ensemble là-bas après. Ça décale d'une demi-heure, hein, ils ont été expulsés ce matin. Voilà. Alors, je pense que la rupture avec le néolibéralisme n'est plus un thème d'actualité. En effet, c'est plus ça ne fait plus un agenda politique pertinent. Encore une fois, rompre avec le néolibéralisme, ça peut signifier entrer dans une autre configuration du capitalisme, n'est-ce pas? Rompre avec le néolibéralisme est une chose, rompre avec le capitalisme, c'en est une autre. Rompre avec le néolibéralisme, c'est rompre avec une configuration historique particulière du capitalisme. Et moi, je pense qu'il n'y a plus d'espace pour ça. Je pense qu'il n'y a plus d'espace pour ça pour des raisons qui tiennent à ce que j'ai appelé le déplacement de la position psychique du capital en longue période. En 30 ans, le capital, c'est-à-dire les capitalistes, ont pris un certain pli
Ils ont pris le pli de la conquête comme dans du beurre, où tout ce qu'ils revendiquent leur est accordé, et même davantage encore. Quand on a goûté à ça, on n'en revient pas si facilement. Et eux, ils n'en reviendront pas. Ils n'en reviendront pas. Donc, un agenda social-démocrate, ça serait quelque chose... alors, c'est pas... évidemment, c'est pas du tout des choses qu'on peut avoir en tête, parce que l'histoire ne repasse pas les plats, hein, et on ne rembobine pas le fil du temps. Mais... formellement parlant, revenir à une situation de rééquilibrage ou de moindre déséquilibre du rapport capital-travail tel que nous l'avions à l'époque fordienne, c'est quelque chose qui ne serait même plus admissible pour le capital. Même plus admissible. Lors de la conquête, lors de la campagne électorale de 2017, je rappelle que au mois d'avril, lorsque on s'est dit peut-être Mélenchon pourrait passer le premier tour, se retrouver face à Le Pen, etc. Il s'est passé des choses étranges, hein, enfin pas du tout étranges en réalité, dans la sphère financière, où on a vu l'écart des taux d'intérêt français avec le taux allemand, qui est la base des taux d'intérêt, se creuser. Bon, et puis alors, Macron était quand même solidement installé devant, donc tout ça s'est calmé, c'est rentré dans l'ordre, etc. Mais imaginez que l'hypothèse électorale d'un Mélenchon au pouvoir prenne réellement consistance. Là, la tempête financière serait monumentale, avec des ouvertures de taux d'intérêt du niveau de ce qui a été connu en Grèce, avant même que le malheureux n'arrive au pouvoir. Donc je pense que ces options-là sont des non-starters, hein, comme on dit en bon français. Ça n'existe plus. Voilà. De telle sorte que l'alternative devient extraordinairement tranchée entre, d'une part, le statu quo, qui n'est d'ailleurs pas un statu quo, mais une trajectoire d'approfondissement et d'aggravation continue, et d'autre part, la rupture, non pas avec une configuration du capitalisme, mais avec le capitalisme tout court. Alors ça durcit sensiblement les termes de l'épreuve. Quant à avancer masqué, je n'y crois pas beaucoup non plus. Enfin, par définition, la campagne électorale est un exercice de publicité, donc on peut dissimuler jusqu'à un certain degré, mais pas tout, et même le peu qu'on consentirait à laisser public serait encore suffisamment inquiétant pour les puissances du capital pour qu'elles déchaînent ce qu'elles savent déchaîner. Alors, sur la question de l'écologie, oui, j'en parle peu, mais effectivement, bon, je vois bien, hein, là, moi aussi, comme tout le monde, qu'il y a un affect levier là qui est peut-être en train de se former. Et alors, c'est très très progressif, hein, tout de même. Hein. Bon, il faudrait discuter de tout ce qui s'est passé avec Extinction Rébellion, par exemple, vous voyez, mais quand même, il y a un petit quelque chose qui prend, et moi, ce que je crois, c'est que la manière d'exploiter cette chose qui est en train de faire gentiment sa pelote, c'est d'appeler les gens à la conséquence. En leur mettant sous le nez un syllogisme, en fait, un raisonnement assez simple, auquel, en réalité, on ne peut que se rendre, sauf perturbation passionnelle extrinsèque, c'est le capitalisme qui détruit la planète. Par conséquent, si on veut se garder un peu une planète, un truc dans ce goût-là, il faut en finir avec le capitalisme. Et il faut amener les gens à ce degré de conséquence-là. Tous les faux fuyants seront déployés pour éviter la conclusion logique, mais on peut entreprendre de les fermer les uns après les autres pour que la chose même finisse par s'imposer. Voilà. Donc effectivement, moi j'ai des mots dans le livre assez durs pour ceux qui s'éveillent tout d'un coup à la politique exclusivement par la question de la planète et à qui le massacre des classes ouvrières et populaires n'avait pas tiré le moindre battement de cils. Donc, je trouve ça dégueulasse. Et puis, je me reprends et la position réaliste recouvre ses droits. Et bon, y a ça qui est en train de se former. C'est une ressource, faisons avec. Merci, bonsoir à tous, bonsoir
Monsieur, je ne suis pas une très grande cultivée de révolution, mais bon, j'ai quelque chose qui est contemporain, qui me prend la tête. Par exemple, Mark Zuckerberg, qui est quand même le représentant d'une évolution capitaliste, propose une monnaie libre qui s'appelle Libra, la même racine que liberté. Et quand il est interviewé par le Congrès, qu'il accuse d'avoir fait voter Trump, alors que pour moi c'est une guerre, les élections, et Trump l'a gagné avec soi-disant l'aide de Facebook, mais non, je veux dire, il y a une stratégie. Et maintenant les démocrates l'accusent d'avoir fait élire, veut qu'il arrête les fake news, etc., comme un État communiste. Hein, la petite jeune démocrate là, qui a taclé Mark Zuckerberg au Congrès sur cette question en disant « Mais quand allez-vous effacer les fake news ?» Et Mark Zuckerberg a répondu « Mais j'attends que les gens jugent de par eux-mêmes. Moi, je suis un réseau social, je ne suis pas une censure. » Que pensez-vous de ce problème? Donc un grand capitaliste qui propose une monnaie libre et une démocrate qui a des idées communistes pour lutter contre ça. Bonjour Monsieur Lordon. Moi j'avais une question par rapport au surgissement des faits institutionnels. Et je voulais savoir si, selon vous, les mouvements de masse qu'on voit actuellement en Algérie ou au Liban et qui ont poussé à la démission des gouvernements et qui, par exemple en Algérie, il y a un fait qui s'est institué que tous les vendredis les gens allaient marcher. Au Liban, il y a eu ce même genre de choses. Donc est-ce que, en fait, la question que je me posais, c'est pour vous, comment le fait institutionnel il surgit? Est-ce que c'est spontané? Et est-ce que ce qui se passe actuellement, également au Chili ou ailleurs, est-ce que ça peut créer justement une force par la différence par rapport au néolibéralisme mondialisé, quoi? Bonjour. Alors, je voudrais essayer de contester votre définition des institutions. Donc, si j'ai bien compris, les institutions sont la puissance du collectif, le pouvoir de la multitude, et donc qui reprend l'idée de la Boétie, sans laquelle finalement les pieds du tyran qui nous frappe sont nos propres pieds. Et je trouve que c'est une définition qui est très instructive dans certains exemples. Par exemple, dans l'exemple des révolutions arabes qui vient d'être cité, effectivement, cette idée qu'en Tunisie, si un certain nombre de millions de personnes vont dans la rue et disent Ben Ali n'est plus notre président, bah, effectivement, Ben Ali n'est plus notre président. Aujourd'hui au Liban, 1 million de personnes pendant 12 jours dans la rue qui disent Saad Hariri n'est plus notre Premier ministre. Il n'est plus notre Premier ministre. Donc je trouve que votre définition, elle marche dans certains cas, mais je voudrais vous soumettre des contre-exemples et des cas en fait, où votre définition, selon moi, ne fonctionne pas. Et c'est dans le cas, par exemple, où des institutions sont imposées par un pouvoir colonial, par un pouvoir étranger. Par exemple, lorsque les institutions états-uniennes s'imposent sur le continent américain, eh ben, elles ne sont pas l'émanation du collectif des gens qui vivent ici, puisque tout simplement ces gens sont exterminés quand ils ne sont pas d'accord. Lorsque les institutions israéliennes s'imposent en Palestine, en fait le collectif humain qui est là, ce n'est pas de lui qu'émanent ces institutions-là, puisqu'il est expulsé ou exterminé. Donc en fait il y a certains cas et certains contre-exemples dans lesquels on a des institutions qui sont là et qui ne sont pas du tout l'émanation du collectif et qui peuvent même qui sont programmés pour survivre même si le collectif est éliminé. Et donc du coup, comment fait-on pour distinguer entre les institutions qui seront plutôt des institutions qui sont critiquables et contestables dans des modèles nationaux dans lesquels en fait le collectif peut réussir à les démettre s'il est suffisamment nombreux à se mobiliser, et d'autres cas on a des institutions qui sont imposées de l'extérieur et pour lesquelles le collectif n'a pas prise. Et du coup, il y a aussi une deuxième question en fait qui est liée, même si c'est un exemple différent. Est-ce que nous, ce que nous vivons actuellement dans les sociétés européennes, avec la constitution de l'Union européenne, c'est pas la construction là dans un registre différent d'institutions qui n'ont aucun rapport avec la puissance du collectif? C'est-à-dire que le collectif peut dire non, on peut voter non, 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 on veut pas de l'Union européenne, on reconnaît pas. C'est pas grave, ça continue quand même à tourner. Et du coup, on voit pas trop ce qu'on peut faire face à des institutions dont on a l'impression qu'elles ont été programmées pour que quoi qu'on fasse, un peu comme vous avez dit tout à l'heure, même si on arrive à faire une révolution, même si on arrive au gouvernement, bah, on se rend compte que de toute façon, le vrai pouvoir n'est plus là. On ne dispose plus de notre monnaie, ça vous l'avez longuement et brillamment expliqué sur l'euro. On n'a pas le contrôle des marchés financiers, et donc on a l'impression que nos dirigeants ont un coup d'avance sur nous, parce qu'ils ont réussi à créer des institutions qui, dans une large mesure, en fait, échappent
totalement à la puissance, à notre puissance d'agir et à notre puissance de multitude, même quand on se mobilise. Merci. Oui, oui. Alors, c'est vraiment une question, je ne sais pas dans quel ordre les prendre. Alors, Zuckerberg et le Libra, oui. Alors, je me reproche un coup de paresse, parce que j'aurais voulu écrire sur le Libra avant l'été. Et le titre, ça aurait été « Le Libra n'existera pas ». Enfin, voilà. L'alternative du Libra, c'est soit d'être l'équivalent des jetons dans le Club Med il y a longtemps, avec lesquels on allait à la buvette, soit de ne pas exister. C'est-à-dire, soit c'est vous voyez, c'est juste un système de paiement et on convertit des devises dans cette nouvelle unité, puis on paye des trucs avec sur Internet, on s'achète des trucs entre copains de Facebook, etc. Bon, mais ça, c'est pas une monnaie. Vous voyez, vraiment, c'est la forme la plus rudimentaire de la monnaie, mais une vraie monnaie, c'est quelque chose qui est organisé autour d'une règle d'émission. Il faut des règles qui organisent l'émission de la monnaie. Mais ça, jamais les banques centrales ne laisseront contester leur monopole de l'émission par une couillonnade de Mark Zuckerberg. Jamais. Bon, donc rassurez-vous, le Libra restera, enfin rassurez-vous, je ne sais pas si vous étiez inquiète, hein, le Libra restera un truc, à mon avis, totalement anecdotique. J'en viens, je vais prendre dans le désordre, parce que votre troisième question, c'est une question évidemment fondamentale. C'est une question très très complexe, hein, en réalité. Alors, vous confondez fait institutionnel et consentement. Mais c'est deux choses très différentes. Très différentes. L'établissement d'une institution ne requiert pas le consentement de ses sujets. Elle peut vivre très bien avec leur dissentiment. Donc il y a toute une discussion à avoir sur ce que c'est que la légitimité. C'est vraiment une qualité, enfin c'est une catégorie qui est extrêmement problématique. Les institutions, c'est une capture de la puissance de la multitude, une capture. Alexandre Matron dit la chose d'une manière qui est tout à fait éclairante en distinguant pouvoir et puissance. Il dit le pouvoir, et il entend le pouvoir politique, c'est-à-dire lato sensu, le pouvoir institutionnel. Le pouvoir est la confiscation de la puissance des sujets. La confiscation, c'est une phrase très très forte, hein. Et c'est exactement ça. Alors, ben oui, on sait très bien qu'il y a des pouvoirs qui survivent au défaut de consentement radical de leur sujet. Pourquoi? Parce que ce qui fait la viabilité des institutions, c'est une certaine balance d'affect. C'est un certain rapport de puissance, dit Spinoza, entre le souverain et ses sujets. Entre le souverain au sens large du terme, hein. Une institution, c'est une forme de souveraineté. Voilà. Bon, tant que il ne s'est pas manifesté du côté des sujets des affects suffisamment puissants pour les déterminer à une action concrète de renversement des institutions, les institutions durent, c'est une tautologie. Et la légitimité, en définitive, ça n'est pas autre chose. D'ailleurs, c'est une catégorie dont il faudrait se passer. Alors que des institutions fassent violence à des hommes, mais enfin, c'est connu comme toute l'histoire de l'humanité, cette chose-là, à peu de choses près. Vous voyez? Donc c'est vraiment... oui, c'est ça l'effet de la confiscation. Mais le souverain, dit Spinoza, dure si par la puissance il l'emporte sur ses sujets. Et la puissance par laquelle le souverain dure, laquelle est-ce? C'est celle de ses sujets même, mais pas forcément une puissance manifestée sous la forme d'affects joyeux, de consentement, d'approbation, etc. Il suffit que, encore une fois, il suffit que des affects tristes ou des affects colériques suffisamment intenses ne se soient pas encore formés pour que l'institution dure. Et c'est la seule chose qui compte, n'est-ce pas? Donc ça ne sert à rien de dire qu'un pouvoir est illégitime, d'une certaine manière. C'est une erreur conceptuelle. Ce qui compte, c'est de connaître exactement les données de puissance qui le font persévérer ou qui permettront de le renverser. Et c'est tout. Voilà. Alors maintenant, sur ce qui se passe en Algérie, au Liban, au Chili, etc., moi je ne suis pas assez savant pour vous répondre. Hein. Est-ce que c'est un effet de résonance, simplement, ou est-ce qu'il y a une détermination transversale qui court là au travers de conjonctures qui sont tout de même très particulières les unes et les autres?
je suis incapable de vous répondre. Ce qui est absolument clair, là, en tout cas, c'est que aussi bien au Chili qu'en Équateur, on sait ce qui était l'objet de la colère et de la révolte. Effectivement, c'était le néolibéralisme. Alors, bah oui, bien sûr, s'il se passe quelque chose au Chili, s'il y a un ébranlement suffisamment puissant pour que le pouvoir politique, qui est l'instrument contemporain du néolibéralisme, saute, forcément ça produira des effets d'émulation. C'est tout, hein, c'est tout. Après, on verra bien ce que ça fera dans les autres pays qui observent ça, qui ont ces idées vaguement en tête. Est-ce que ça va les travailler au point de passer à l'action ou pas, etc. Tout ça est entièrement contingent, on ne peut rien en dire. Bon, maintenant, il est clair qu'il y a, comme qui dirait, une ambiance internationale, n'est-ce pas? Je veux dire, on n'arrête pas de voir en tous sens des images de rues en flammes, ce qui est quand même très encourageant, somme toute. J'ai deux questions. Pardon, je n'ai pas lu ce livre encore. J'ai lu Marx et Spinoza, le capitalisme des... Bon, bref, peu importe. Mes deux questions sont celles-ci. Pourquoi est-ce que tu parles de collectif plutôt que de... Pourquoi est-ce que tu parles de collectif plutôt que de multitude? Je ne suis pas négriste, d'accord, ok. Même si Alexandre Matron avait écrit une belle préface à l'Anomalie sauvage en 1981, avec Gilles Deleuze et l'autre. Et ma deuxième question, c'est où est-ce que Spinoza parle de institution, à part dans le traité théologico-politique, mais il ne parle pas d'institution dans le traité théologico-politique, il parle de la formation de la théocratie, de l'État d'Israël, etc. Mais il ne parle pas d'institution. Je ne sais pas où est le mot institution chez Spinoza, et apparemment c'est important pour toi. Bonsoir. Alors moi j'ai deux défauts. Je n'ai pas lu encore votre livre et je suis étudiant en école de commerce. Et ça fait quelques moments que je suis vos publications, vos vidéos, etc. Et j'ai une petite question en fait qui me taraude. En école de commerce, les personnes qui se disent de gauche parle beaucoup d'entrepreneuriat social, d'économie sociale et solidaire. Et moi, personnellement, je n'y crois pas, et je cherche des arguments pour leur répondre. Et donc, je voulais vous poser la question, quelle est votre position par rapport à l'entrepreneuriat social? Bonsoir. Moi, j'ai une question qui est en lien avec un sujet dont on parle beaucoup, qui est le Rojava. À titre personnel, je crois vraiment pas que le Rojava soit un exemple en quoi que ce soit. Mais j'aimerais bien qu'on approfondisse peut-être la réflexion. Vous entendez mieux? Parfait. Donc, sur la question du Rojava notamment, je pense qu'il y a une question qui est implicite et qui se pose, et étant donné que vous avez fait votre livre sous la forme de dialogue, il me semble, avec Félix, Boggio et ONGEP, je me demandais ce que vous faisiez dans vos analyses de la question de la race, dans la mesure où il me semblait que dans une certaine mesure, le Rojava en fait pouvait plaire, mais d'un point de vue qui resterait eurocentrique, notamment dans la mesure où il fait droit aux droits de la femme, dévoilé contre l'islam politique, enfin ce genre de choses, vous voyez. Donc je me demandais quelle place vous faisiez à la race dans votre analyse, et dans une analyse notamment qui serait anticapitaliste. Pour citer nos analyses, je sais que très souvent on a tendance à considérer que la race en fait s'est constituée en tant qu'objet social, que catégorie sociale en même temps que se mettait en place le capital, la modernité et ainsi de suite, la mondialisation. Donc je me demandais quelle place vous faisiez à cela dans votre analyse. J'ai été assez content que tu parles de Sublunaire, et je pense que c'est effectivement important avec le nombre qu'on est là, que ce soir on puisse aller rejoindre la lutte des Baras, au moins pour un moment, et discuter, et continuer la discussion là-bas, et au moins savoir un peu plus ce qu'il en est et apporter notre soutien.
Sublunaire, quasi extraterrestre, des fois, j'ai l'impression, dans ce que tu racontes, dans le sens où il y a un mépris et un oubli de la praxis, mais qui est sidérant, et on a l'impression de rejouer des vieilles heures de séparation entre les militants qui sont sur le terrain et les intellectuels qui sont sur leur bureau. Le mépris que tu peux avoir sur la poétisation des cabanes, et ben ouais, quand tu construis des cabanes avec tes mains, à un moment donné, tu as besoin d'un imaginaire, et tu as besoin de poétiser ça plutôt que de poétiser d'autres choses qui viennent d'un imaginaire macro et qui nous défoncent le cerveau. Quand tu dis pour avoir une scie, il faut que tu ailles à Bricorama, déjà en général on les achète pas, on les vole, mais en plus il y a plein d'inventions sur les luttes en cours qui fabriquent des outils, qui inventent des outils, qui inventent des manières de faire pour se passer justement du capitalisme. Quand tu dis que l'autonomie est ancrée de manière inamovible dans le local avec ses petits potagers, ses petits garages autogérés, et qu'à un moment donné il faudra bien passer par le macro, moi ce que j'ai l'impression c'est que c'est une peur que tu as, qui est tout à fait légitime, cette peur de qu'est-ce qui va se passer le grand soir, comment on va avoir la répétition du même schéma, etc. Mais sauf que tu es en train de nous proposer le même schéma dont justement on essaye de s'exclure et de se dégager depuis des décennies, qui est celui de reprendre les choses en main. Reprendre les choses en main, ça veut dire être sur le terrain. Et être sur le terrain, c'est ce qu'on disait dans les années 90, c'est un mélange de théorie et de vaisselle. Ça veut dire, on parle théorie et on fait la vaisselle. Et quand tu parles de division du travail, moi je te le dis clairement, j'aimerais pas être dans ton équipe. J'aimerais pas être dans ton équipe, parce que, en fait, la division du travail, on l'a déjà amorcée, en fait. On le fait déjà. On le fait ici. Est-ce que tu vas passer le balai ici? Est-ce que tu vas passer la serpillière ce soir ici, qui rend possible ta présence ici? Non, tu vas logiquement pas le faire. Et ça, on le fait, en fait. Et on le fait pourquoi? On le fait pas parce qu'on est des petits cons qui ne pensons qu'au local. Enfin, je veux dire, le penser global, agir local, c'est comme si tu réinventais la poudre. Bien sûr qu'on pense à ça. Bien sûr qu'on se dit qu'à un moment donné, il faudra non pas des nouvelles institutions macro, mais des contre-institutions. Et des contre-institutions, ça veut dire, ça commence ici. Et ça commence quand tu dis abolir la propriété privée, ça ne se fait pas au niveau micro. Ben si, je suis désolé, si. Parce que tu vis dans un squat pendant 6 mois, et ben tu commences à subjectiver qu'est-ce que c'est qu'abolir la propriété privée. Et tu lis plus un bouquin de Marx qui te dit d'abolir la propriété privée, tu vis ce que c'est que de commencer à abolir la propriété privée. Et ça, tant qu'il n'y a pas ce mélange-là, cette intrication entre une pensée qui peut être fort intéressante, mais non méprisante, s'il te plaît, par rapport à ce que fabriquent les gens sur le terrain, et ce que fabriquent les gens sur le terrain qui pensent pendant qu'ils font, et ben voilà, là on peut y arriver. Et c'est ce qu'on essaie de faire depuis 20 ans, parce qu'on en a marre justement des macros et des grands soirs en fait. Ah, donc, tu vois Nico, hein, la proposition, le thème du grand soir, tout le monde n'était pas d'accord. Hein. Bon, je ne sais pas si je peux répondre à cette dernière intervention sans que ma réponse soit vouée à être reçue sur le mode du mépris une fois de plus. Mais très honnêtement, enfin, tu délires proprement ce que j'ai dit. Enfin, je n'ai rien dit de tel. Je n'ai pas. Au contraire, ce livre ne cesse d'accréditer la valeur de ces pratiques. Il ne cesse de la dire. Alors moi, je sais pas. Bon, tu peux très bien ne pas l'avoir lu, hein. Mais là, en l'occurrence, ça serait vraiment préférable. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te pose d'autre que ça? Lis le livre et vois ce qui en est dit de ces pratiques. Oui, et bien précisément, ce que j'ai dit ce soir, c'est que je n'ai pas cessé de me défendre de cette lecture-là. Je ne crois pas avoir dit quoi que ce soit d'autre. Je ne crois pas avoir dit quoi que ce soit d'autre que de faire des différences. Par exemple, puisque tu parles des cabanes, que les cabanes, c'est besoin d'un imaginaire pour se soutenir. Mais où ai-je dit, quand ai-je dit, où ai-je écrit que je prenais les gens qui vivent dans des cabanes pour des rigolos? J'ai dit exactement l'inverse. Qu'est-ce que c'est que cette disposition qui fait entendre ce qui n'est pas dit et ne pas entendre ce qui est dit? C'est quand même... Non, je me suis moqué de la poésie de Marielle Massé. Enfin, tu sais faire la différence? Je fais la différence entre la poésie
qui a cours à l'école des hautes études en sciences sociales. Et c'est celle-là qui est mon seul objet. Je veux dire, je sais très bien qu'il faut des imaginaires pour se soutenir dans toutes les pratiques. Il y a, par exemple, Jean-Baptiste Vidalou qui écrit un très beau livre sur être forêt. Bon, moi je trouve ce livre tout à fait intéressant, admirable, etc. Et il véhicule un imaginaire. Et pour autant, je peux dire, l'être forêt n'est pas l'amorce d'une forme politique au sens où je l'entends. C'est pas une forme politique macroscopique. Alors tu me dis, tu m'accuses d'avoir dit que l'autonomie était rivée dans le local. Mais j'ai dit exactement l'inverse, voyons. L'inverse. J'ai dit que... Mais pas du tout. Ouais, j'utilisais le mot rivé. Mais écoute... Mais enfin, c'est... Mais oui, bon, bah, voilà, non, mais c'est hallucinant. J'ai dit que la pratique de l'autonomie avait à être pensée dans l'étagement des échelles. Et que tout compte. Et ce que j'ai dit, c'est qu'en effet, souvent le discours de l'autonomie exclut le global de ce qu'il pense. Et qu'il faut l'y réintégrer. Parce qu'effectivement, le global étant vu comme le domaine des institutions macrosociales, oppressives, aliénantes, etc., on le met à part et on le pose dans un rapport d'antinomie avec la pratique de l'autonomie. Et je dis que cette antinomie est fausse. Voilà ce que je dis. Et qu'il faut en tenir les deux pôles de cette antinomie. À mettre un peu du dehors dans le dedans, à mettre un peu dedans dans le dehors. On passe notre temps, c'est comme si tu séparais un truc qui n'est pas séparable. Parce que évidemment, quand on vit avec le macro, on ne peut pas s'en séparer. Donc quand on est en lutte, on vit avec le macro et on essaye de faire mieux que ce que nous impose le macro. Oui. Donc c'est pas comme si on était séparés du macro dans notre bulle intellectuelle. On est en permanence en lien avec l'institution et on joue avec l'institution et on joue pour essayer d'être le moins possible en prison. Mais on joue avec l'institution en permanence. Mais je le sais bien, je le sais bien que vous êtes en prise en permanence avec le macro. Mais c'est pas ça que je voulais dire. En effet, que vous... C'est ça que les choses sur le terrain pour la révolution. Mais justement non, c'est là mon point. Ceci ne suffira pas. C'est ça. Que vous soyez retenu par les tentacules du global, évidemment. Et alors, en effet, vous chourez la scie chez Bricorama, mais c'est quand même dans le capitalisme qu'elle a été faite. Donc c'est ça une emprise du global sur le local, et tu viens de me l'accorder, merci. Mais c'est pas ça mon point. Mon point est que l'idée qu'une prolifération de ZAD ou d'expérimentation locale pourrait dessiner une trajectoire de rupture avec le capitalisme, cette idée-là est fausse. Ce qui, si tu veux bien m'écouter, n'ôte rien à la valeur intrinsèque de ces expérimentations locales. Rien, au contraire. Elles servent les imaginaires. Elles les nourrissent. Elles les nourrissent par l'expérimentation. Mais dire que cela suffira pour faire cette trajectoire de sortie du capitalisme, je ne le crois pas. Pas de dialogue, s'il te plaît. Alors, tu peux... Pardon. Personne ne pense qu'en faisant une ZAD, il va abattre le capitalisme. Je me doute que personne, en faisant une ZAD, ne pense abattre le capitalisme. Donc ça, c'est tellement trivial qu'effectivement, ce n'est pas un objet de discussion. La discussion, c'est de savoir si, je le redis, un recouvrement de ZAD fait une forme politique ou pas. Et c'est cela que je ne crois pas. Ce que je crois, c'est qu'il y a quelque chose en propre qui est à penser et à élaborer à propos du niveau macroscopique. En plus du reste, pas à la place, en plus, si ceci pouvait être clair. Bon, alors... Vous l'avez énervé. Non mais ça suffit, des questions, d'autres questions. Attends. Non, mais il y avait des questions. Oui, je réponds aux questions. Il y a d'autres questions, stop.
On répond aux questions qui ont été posées initialement. Ensuite, on verra si on prend une dernière série de questions ou non. Si, parce que là, il y en aura visible. Alors, non, mais sauf qu'il y a un conflit d'objectifs. Bon, pardon. Alors, oui, c'est vrai, vous avez un grave défaut, vous êtes dans une école de commerce. Rassurez-vous, on peut en réchapper. Moi-même, vous voyez, bon, je veux dire, j'avais pris un itinéraire au début qui n'était pas sensationnel. Alors, évidemment, il faut déflatter toutes les catégories. Il va sans dire que ce qu'on appelle gauche dans une école de commerce est spécial, n'est-ce pas? Que ça se résume à l'entrepreneuriat social et solidaire, je vous crois volontiers. Effectivement, alors là, pour le coup, c'est de... Je sais pas comment dire, hein. Ça, c'est vraiment de la bouillasse idéologique, mais dans toute sa splendeur. Du reste, c'est l'un des surgeons d'un thème général par lequel le capitalisme néolibéral essaye de sauver la peau et qui est l'éthique. L'éthique, alors éthique, ça peut se comprendre de plein de manières différentes, hein. Mais dans ce type de discours, la régulation des petits excès du capitalisme va se faire par l'éthique. Et si vous voulez, moi je pense que quand on en est à faire hypothèse de la vertu des agents, c'est qu'on est mal parti. Je ne crois pas qu'on construise une politique sur des hypothèses de sainteté et qu'on puisse s'en remettre à ça pour vivre de manière pas trop épouvantable. Or, l'entrepreneuriat social et solidaire, c'est quand même, je ne sais pas quoi vous dire, c'est la version ripollinée, modernisée des dames patronelles, quoi. Enfin, c'est vraiment... c'est la politique de la rustine et de la Libye. Donc non, ça n'a rigoureusement aucune valeur. C'est-à-dire, ça laisse totalement inchangés les rapports sociaux fondamentaux dans lesquels nous vivons. Alors que si quelque chose pouvait contribuer à une définition du mot gauche, ce serait ça. Ça serait cette transformation radicale des rapports sociaux, à commencer par ceux du capitalisme. Bon, vous voyez, donc, et là, le compte n'y est pas du tout. Quant à savoir quelle place la race tient dans mes travaux, la réponse est aucune. Je la tiens pour une catégorie nulle et non avenue. Il n'y a pas de race, mais il y a des effets racialisants. Et ça, c'est autre chose. Ils sont intégralement politiques, ça va se sentir. Le collectif et la multitude. Pardon. Ah oui, excuse-moi. Alors, le collectif, alors pourquoi? Parce que la multitude n'existe pas. Alors ça paraît drôle pour quelqu'un qui n'a que mot puissance de la multitude à la bouche, mais la multitude, dans mon discours, est un concept entièrement spéculatif. Qu'est-ce que c'est qu'un concept spéculatif? C'est un concept qui n'a pas de contrepartie empirique. Donc quand on descend, la multitude, c'est pas les gens, c'est pas ça. On ne peut pas s'attendre à rencontrer, ouvrez les guillemets, la multitude en descendant dans la rue, même quand il y a beaucoup de personnes. La multitude, c'est cette espèce de réservoir de puissance générique propre au collectif au sens le plus abstrait du terme. C'est ce que Castoriadis s'appelle, par exemple, le collectif anonyme. Mais concrètement, la multitude n'existe qu'à l'état toujours déjà structuré, institutionnalisé, fragmenté, conflictuel, donc, etc., etc. Or, moi, ce qui m'a toujours contrarié avec la multitude à la Négri, c'est que précisément, elle se donnait comme un concept empirique, comme une catégorie sociologique, avec toute une série d'effets d'homogénéisation subreptice de ce qui est fondamentalement hétérogène, fragmenté et conflictuel. Pourquoi est-ce que Spinoza emploie le terme multitudo? Pourquoi? Parce qu'il l'emploie exactement dans cette acception que je viens de dire. Et s'il n'utilise pas le mot institution, et c'est exact, il ne l'utilise pas, ou très peu, c'est parce que j'ai essayé de ne pas faire que relire et décalquer Spinoza, mais de l'adapter à mes propres fins. Et en effet, à partir de sa philosophie politique, j'ai tiré, alors ça c'est mon affaire à moi, une philosophie des institutions sociales, qui n'y était pas.
Moi j'ai une question à vous poser. Vous dites que le fait institutionnel est toute manifestation de la puissance du collectif. Pardon, tout fait institutionnel. N'importe quoi. Fait institutionnel, toute manifestation de la puissance du collectif. À quel moment vous trouvez que c'est différent du conformisme? Voilà, tout simplement. Moi, je voudrais revenir sur l'écologie. Vous avez dit que c'est un affect politique qui naît et qu'il va falloir faire avec. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on ne peut faire qu'avec et que considérer que ce n'est qu'un affect politique, qu'il n'y aurait pas des théories écologiques, enfin, d'écologie politique conséquente. Enfin, c'est pas du tout ce que vous avez dit, mais à mon avis, quand même, dire qu'on ne va devoir faire qu'avec parce que c'est là et que ça nous donnerait une possibilité de révolution, c'est un peu problématique. Enfin, qu'on est obligé de faire avec et qu'on ne peut pas du tout négliger cette question et qu'en répondant à cette question-là, on va répondre d'une certaine manière à la question de la division du travail et du coup, en fait, évidemment la question est importante de savoir comment on va se réapproprier les moyens de production, mais du coup l'écologie politique va vraiment poser la question de quels moyens de production et du coup, en conséquence, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des points morts un petit peu dans votre analyse de ce point de vue. On ne vous donnera pas la parole à toutes et à tous, parce qu'on s'était 2 heures, et puis vous savez qu'on doit partir après. Je prends 2 interventions encore et on en restera là. Merci. Alors moi j'avais 2 questions. La première c'est parce que en fait j'ai pas très bien compris votre position. Premièrement sur la division du travail et le marché. Enfin, je veux pas vous manquer de respect, mais si vous pouvez lire des bouquins toute la journée assis au chaud au CNRS sans vous préoccuper de comment remplir votre assiette, en fait c'est grâce à la division du travail et grâce en partie à la coordination marchande et c'est une bonne chose en fait, je veux dire. Je préfère que vous passiez votre temps à réfléchir et écrire des bouquins plutôt que vous dépensiez votre temps à réparer votre vélo ou faire pousser vos tomates. Alors qu'est-ce qu'on fait du marché et de la coordination marchande, et puisque vous disiez qu'il fallait la faire reculer, mais est-ce qu'on l'abolit? Mais alors qu'est-ce qu'on met à la place? Est-ce qu'on met un gosse-plan? Donc voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Et deuxièmement, sur la mise au travail dans une économie post-capitaliste, en gros, qu'est-ce qui fera qu'au lendemain du grand soir, un type se cassera le cul à se lever à 4 heures du matin pour ramasser nos poubelles? Est-ce que vous plaidez pour l'homme nouveau avec le matraquage des récalcitrants, ou est-ce qu'on en reste au chantage à la survie? Est-ce qu'on peut se passer du chantage à la survie? Merci. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Pardon, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. Ah oui, bonsoir à tous. J'aurais une question un petit peu théorique, ou en tout cas philosophico-politique au sens large. Je reviens un petit peu plus en amont de votre intervention, au tout début. Je souhaiterais savoir quels sont les alors je la formule de façon un peu scolaire, mais c'est le principe qu'il faudrait retenir. Quelles sont les différences pour vous, ou pour certains courants de pensée, et les points communs, entre le politique au sens large, c'est-à-dire la vie de la police, P-O-L-I-S, la cité, et la police, P-O-L-I-C-E, au sens de régulation, pas l'individu en képi. Voilà, merci beaucoup. J'ai pas bien compris. Oui, alors je reprends. Oui. À un moment, vous disiez qu'il y avait une différence entre police et politique. Oui. Voilà. Alors, d'où je rebondis sur cette question, et peut-être que j'élargis un petit peu votre intervention, élargis au sens, je déborde un peu peut-être sur d'autres points. Quels sont pour vous, ou pour certains courants de pensée, la différence ou les points communs entre, d'une part, le politique, c'est-à-dire l'organisation et la vie de la cité au sens antique, ou police, P-O-L-I-S, et deuxièmement, la police au sens de régulation, au sens large, qu'elle soit police en képi, régulation administrative ou autre, ou régulation sociale. Et voilà. Merci. Alors, je vais essayer d'aller vite, parce que nous sommes requis ailleurs. Je ne parle pas de théorie écologique, en effet, parce que j'y connais pas grand-chose, mais c'est pas pour la minimiser. Je veux dire, je suis assez conscient qu'il se passe quelque chose en réalité sur la planète, que ce quelque chose peut être qualifié d'écologique et qu'il ressortit à une théorie écologique, que moi je ne connais pas suffisamment bien pour en parler de manière informée, mais
la réalité du phénomène en cours, évidemment, je n'ignore pas plus que vous. Donc moi, je me contentais de me livrer à une analyse des possibilités politiques qui sont ouvertes par cette situation et le type d'affect qu'elle est en train d'induire. Alors est-ce que le fait institutionnel, finalement, on ne pourrait pas dire tout simplement que c'est du conformisme? Ma foi, c'est pas faux. C'est pas faux parce que la puissance du collectif, elle se manifeste par un affect commun, précisément. Et cet affect commun, il homogénéise un certain type de manière de se comporter dans tel ou tel domaine, etc. Donc oui, il y a quelque chose de ça. Le fait institutionnel est fondamentalement un fait normatif. Donc il induit quelque chose qu'on peut bien qualifier de conformisme. Bon, Spinoza lui donne le nom qu'il lui donne, il appelle ça l'obsequium. Alors, c'est pas du tout me manquer de respect, hein, bien au contraire que de questionner ma place dans la division du travail d'ensemble. Et je dirais même le privilège de ma place dans la division du travail. Si vous croyez que je n'en ai pas l'idée, là par contre vous vous trompez. C'est quelque chose à quoi je pense, mais quasiment quotidiennement. Et à quoi je me suis fait un devoir de penser du moment où je suis rentré au CNRS. J'ai une chance que je mesure jour après jour. Et alors en effet, c'est une chance qu'il s'agirait de remettre en question au moment où les rapports sociaux de l'ordre actuel seraient refaits. La division du travail princeps, disait Marx, c'est celle entre le travail, et sur laquelle il y aurait à revenir, c'est celle entre le travail intellectuel et manuel, ou le travail, dira-t-on, de conception et d'exécution, etc., etc. Bon, bah oui, effectivement. Il me semble que ce privilège qui est le mien actuellement, il n'est pas tenable. Il n'est pas tenable dans je sais pas, la formation sociale post-capitaliste que nous appellerions de nos voeux. Alors à la place de la division du travail capitaliste, que mettre? Alors moi je n'ai que des idées d'emprunt à ce sujet, et je les emprunte à quelqu'un qui est là, c'est Bernard Friot. Alors moi sa proposition, qui est une proposition à caractère macroscopique pour le coup, c'est pour ça qu'elle m'intéresse, elle me parle particulièrement, précisément parce que je lui trouve pour excellente propriété d'emblée couvrir la division du travail dans sa totalité, à l'échelle macroscopique, mais de la réhabiller avec des rapports sociaux entièrement différents. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est plus la propriété des moyens de production qui commande, c'est plus l'aiguillon de la faim. À la place de l'aiguillon de la faim, il y a ce qu'il appelle le salaire à vie, bon, il y a tout un tas de malentendus, mais peu importe. Et à la place de l'entreprise, il y a des collectifs de production qui se sont débarrassés de la propriété privée des moyens de production, qui sont rentrés dans la propriété d'usage des moyens de production, et évidemment, c'est tout autre chose. Alors maintenant, vous posez une question qui est extrêmement importante, et je me souviens d'ailleurs, je la considère d'autant plus que c'est cette même question que je lui avais posée à Bernard, un jour où nous avions eu un débat. Et j'ai pas trop de réponses à vous donner, en fait. Il y a un problème, voilà, ça fait partie des choses qui restent encore à penser, mais peut-être que lui, il a avancé entre-temps, et vous lirez les choses qu'il a écrites, qui vous donneront peut-être des réponses à ce sujet. Sur police et politique, alors, la différence police et politique, c'est la terminologie de Jacques Rancière, hein, c'est pas la mienne. C'est une terminologie qui vaut ce qu'elle vaut, comme toutes les conventions terminologiques. Quant à la différence entre la police IS, la cité, et la police avec des képis variés, eh bien, la police en képi, non, faut pas que je le dise comme ça. La police ICE est l'une des composantes institutionnelles de la police IS. Et effectivement, au risque de prendre beaucoup de monde à rebrousse-poil, je pense qu'on ne vit pas sans police, c'est-à-dire sans une forme ou une autre de police, et que les formes que ça peut prendre, la police, sont extrêmement variées. C'est tellement varié que des fois, évidemment, bien sûr, ça ressurgit sous des formes tout à fait imprévisibles ou méconnaissables, etc. Je me contente de dire ça, il y a une série de collectifs qui ont fait un texte à l'occasion d'Extinction Rébellion, de l'occupation sur la place du Châtelet, qui était une adresse aussi empreinte de sympathie que possible, mais qui ne voulait pas non plus faire passer sous le tapis ses propres critiques.
et qui s'en prenait à cette idée, il est vrai, un peu, enfin bon, alors, quand on est dans une zone extinction-rébellion, on ne peut pas boire, on ne peut pas fumer un pétard, etc. Et que si jamais on s'y avise, on a des gens qui vous viennent dessus et qui vous retirent la chope de la main. Et le texte disait, bon ben voilà, il y avait de la police à Extinction Rébellion. C'est vous dire à quelle vitesse ça se reconstitue. Mais en réalité, de la police ou de la police-justice, il y en a même dans les expérimentations politiques qui en notre faveur, à condition, sous la condition minimale qu'on n'en opère pas le déni. D'ailleurs, Nico, je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui en a parlé, il y a de la police-justice au Chiapas, il y a de la police-justice au Rojava. Et ça a toujours été un point de différent avec Éric Hazan, par exemple, qui lui, enfin varie un peu sur ces questions d'ailleurs, mais qui parfois soutenait que non, il avait en tête des cas où on vivait très bien sans police. Mais je crois que c'est une question très très épineuse. Voilà. Et ça n'ôte pas d'ailleurs de dire que, voilà, là pour le coup ça sera un point d'accord général assez simple à obtenir, que la nôtre nous fait vraiment horreur. Bien, merci pour ces 2 heures de débat, de discussion, d'échange. Merci à toutes et à tous. Les livres de Frédéric sont disponibles sur la table de presse qui est là-bas. Vous pouvez boire un verre si vous le souhaitez. Il va y avoir un départ